San Jose Emergency. What are you reporting? Yeah, I'm reporting regarding my coworker. She didn't show up for work for last 2 days. I came here and I'm knocking at the door. She didn't answer the door, and then I just slightly pressed the door. She is sitting on the chair, and then her face is all black spots on her face. I got scared. I came out. I don't know if she is alive or we need emergency medical help, please. Cette affaire a profondément secoué la population. Karen vivait seule dans cette communauté suburbaine et elle a été sauvagement assassinée chez elle. C'était un spectacle choquant et horrible. On n'avait pas réellement de suspect potentiel. Puis on a reçu ce petit appareil susceptible de désigner le tueur. Karen ne se faisait jamais porter pâle et elle était toujours ponctuelle au travail. Alors, quand je ne l'ai pas vue pendant 2 jours, je me suis beaucoup inquiétée. J'ai envoyé des messages, pas de réponse. J'étais affolée. Je me suis dit, mais pourquoi diable ne me répond-elle pas? Elle n'avait jamais fait ça auparavant. Rongée par l'inquiétude, je suis allée chez elle. Je me suis dit que je pouvais essayer d'ouvrir. La porte n'était pas fermée à clé. Je suis entrée. Quand j'ai vu Karen, j'ai tout de suite su qu'elle n'était plus des nôtres. Has she moved at all? Okay, they're good. Thank you very much. Is she moving at all? I just went inside and I just came out. Does she feel like she's passed away? Hello, San Jose Police? Hello? San Jose Police? She's probably gonna be 1055. Oh, yeah. Yeah. I know I shouldn't be asking this question, but can I ask you, was it a foul play or she had some kind of infection? I don't know exactly. It looks like it's self-inflicted, but I can't tell. J'étais en train de dîner avec ma famille quand on m'a informé de cet incident. On m'a dit qu'une femme d'un certain âge avait été trouvée chez elle, seule, par une amie. J'ai cru comprendre que c'était un spectacle assez choquant, assez violent. Quand on enquête sur des homicides, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Une fois sur place, j'ai retrouvé le sergent Montoni. Sa maison, à première vue, semblait entretenue. Rien ne semblait inhabituel. Mais quand je suis entré dans la cuisine, ça a été un vrai choc.
J'ai rapidement remarqué les blessures qu'elle avait à la tête et sur le cou. C'étaient des blessures profondes et violentes. Cette femme était décédée depuis un certain temps. En l'observant de plus près, on a vu un couteau dans sa main. Je me suis dit que c'était peut-être un suicide. Mais il y avait également une assiette qui contenait 4 parts de pizza enveloppées dans du papier d'aluminium. Cette femme les avait peut-être partagées avec quelqu'un et ce quelqu'un pouvait potentiellement être l'auteur de ce crime. Je me souviens avoir vu un papier par terre, avec le chiffre 1057 écrit dessus. Et je me suis dit, bizarre, c'est son adresse. Quelqu'un avait peut-être trouvé son adresse, puis était venu la voir. Il y avait eu une sorte de dispute, et elle avait fini par se faire tuer. Il y avait aussi un mégot de cigarette. Le mégot ne semblait pas être allumé au moment de tomber par terre car il n'y avait pas de cendre autour, ni aucune trace de brûlure sur le lino. Il semblait avoir été écrasé, comme si quelqu'un avait marché ou roulé dessus. On aurait dit que la maison avait été fouillée, comme si quelqu'un cherchait quelque chose. Manifestement, quelqu'un d'autre avait été là. Mais je travaillais sur des cambriolages avant d'entrer dans la criminelle. Et après avoir enquêté sur des centaines d'affaires, je savais que ça ne ressemblait pas à un cambriolage. Des tiroirs étaient ouverts, mais rien ne semblait avoir été jeté par terre. Les téléviseurs, les ordinateurs, sa voiture dans le garage, les appareils électriques, tout était là. Il ne manquait rien de ce qui intéresse habituellement les cambrioleurs. On se doutait que c'était une mise en scène. Au vu de ces incohérences, on s'est tout de suite dit, dans le doute, traitons cette affaire comme un homicide. She was my coworker for the past 27 years. So sorry. And then she was supposed to work yesterday. She didn't. She always calls. She didn't show up. La femme qui l'avait découverte était encore là. C'était important car elle pouvait nous donner un premier aperçu de la vie de la victime. Karen n'était pas seulement une amie, c'était la famille, comme ma sœur. Quand je suis arrivée aux États-Unis et que je cherchais du travail, c'est la première personne que j'ai rencontrée. C'était une femme pleine d'amour et d'attention. Karen était préparatrice pharmaceutique à l'hôpital régional. Elle essayait d'apporter le bonheur à chacun en leur offrant des petits cadeaux. Elle ne disait jamais rien de négatif sur personne. Et soudain, je me suis retrouvée devant chez elle et j'ai vu tout ça. Je n'en reviens toujours pas aujourd'hui. Ce qu'Amber nous a dit sur Karen nous a encore plus intrigués, car elle n'avait apparemment aucun problème avec personne. Contrairement à d'autres enquêtes, rien ne nous orientait vers un suspect potentiel. Établir une chronologie des événements constituait donc une étape primordiale pour cette enquête. En observant Karen, on a remarqué un bracelet noir autour de son poignet. J'ai su que c'était un moniteur d'activité physique, car mon fils en a un. Je savais qu'il stocke différents types de données, comme le nombre de pas ou encore le rythme cardiaque. Je savais aussi qu'il sert de montre.
Ce petit appareil pouvait donc résoudre cette énigme. Parallèlement aux outils d'investigation, on a assisté à de formidables progrès technologiques. Moniteurs d'activité physique, montres connectées, Facebook, réseaux sociaux, Google, suivi GPS des téléphones portables. Autrefois, tout cela n'existait pas. Je n'avais jamais utilisé de technologie portative dans une enquête. Si ce moniteur nous révélait quand le cœur de Karen s'était arrêté, ce serait capital. Le lendemain matin, on m'a informé par téléphone que je devais me rendre le plus vite possible au bureau du médecin légiste. Quand je suis entré dans la salle d'autopsie, ils avaient rasé une partie des cheveux de Karen pour révéler ses blessures crâniennes. J'ai pu constater la violence avec laquelle les coups avaient été portés. Quand on l'avait découverte sur la scène du crime, sa chevelure était couverte de sang, ce qui dissimulait l'importance des blessures au niveau de la tête. Le médecin chargé de l'autopsie a déclaré que chacune de ces blessures était par nature invalidante, ce qui m'a amené à me questionner sur celle que Karen avait au niveau du cou. Si toutes les blessures à la tête avaient été immédiatement invalidantes, elle ne pouvait donc pas s'être tranchée elle-même la gorge. Ce n'était pas un suicide. Il s'agissait manifestement d'un homicide. On a demandé au légiste s'il pouvait estimer à quel moment le décès avait eu lieu. Il a dit que non, ce qui nous a beaucoup préoccupés. On savait en effet que si on ne déterminait pas l'heure du crime, ce serait problématique. On a alors reçu le moniteur d'activité physique. J'ai remarqué que les lumières en bas clignotaient par intermittence. C'est une première bonne nouvelle. L'appareil est allumé et il fonctionne. Mais on ignore encore ce qu'on va pouvoir en tirer. Il faut faire une demande de mandat afin de télécharger les données. Et cela va prendre un peu de temps. C'est à moi qu'on a confié l'analyse médico-légale de cette affaire. Lors de la recherche d'indices dans la résidence de Karen, la police scientifique a trouvé un ticket de supermarché daté du 7 septembre à 16h27. Il était crucial dans cette enquête de découvrir si elle était avec quelqu'un ou si quelqu'un l'avait suivie depuis le parking pour avoir une idée plus précise de quand elle avait été vue pour la dernière fois. Heureusement, il y avait des caméras de surveillance dans le magasin, mais aussi à l'extérieur, orientées sur le parking. On a rembobiné les images jusqu'à ce qu'on la voie arriver. Cette femme correspondait à la description de Karen. On s'est intéressé à ses déplacements, mais aussi à son comportement. Karen semblait tout à fait normale. Elle a discuté avec la caissière et ne semblait aucunement sur ses gardes, ni effrayée outre mesure.
Il n'y avait personne avec elle dans la voiture. Personne ne l'avait suivie. Ces images nous ont aidés à affiner l'heure à laquelle elle avait été vue pour la dernière fois. Karen était clairement vivante le vendredi 7 septembre à 16h30. On a appris que les parents de Karen avaient déjà été avertis de son décès par le légiste. On a donc organisé une rencontre avec eux, à leur domicile. Ils constituent une pièce du puzzle. Ils ont peut-être des informations à nous donner sur leur fille. Stock and record. Time now is 13:38. We are going to speak to the victim's parents. This is Detective Meeker and Detective Munn. On s'est présenté chez eux, comme prévu, et on a frappé à la porte. Sur la gauche, il y avait une grande fenêtre, cachée par un rideau. Soudain, le rideau est tiré, et on voit alors un vieil homme, d'un peu plus d'1,50 m, avec un grand sourire, et qui nous fait le salut militaire. J'échange un regard avec Brian. Je dis « Étrange, non ?» Il me répond « Ouais, bizarre. » Hello, sir. How are you? Oh, not bad for your kid. Very good, sir. That's my wife, Adele? Adele. Sergeant Montenay and I work in the homicide unit. We are charged with finding out what happened, getting to the truth, and figuring out who did what. Yeah, We're going to ask you a lot of questions. please do. It's okay. I'm trying to pin things I down. want to answer him because we got to catch this person. We established On a that compris que Karen était la fille biologique d'Adèle biological daughter, and et Adele qu'Adèle s'était remariée. remarried, so Tony était donc le beau-père de Karen. We had also learned On a aussi appris que Karen avait eu un frère qui était décédé but there were no et qu'elle n'avait pas d'autres familles proches, contacts or ni de compagnons boyfriends or ou d'anciens maris. husbands that Karen had. During our Au discussions, cours de nos échanges avec Adèle, she had described that elle a expliqué qu'après la mort du frère de Karen, she saw elle avait constaté un changement chez sa fille, she became qui s'était renfermée sur elle-même. reclusive. She Elle ne voyait pas grand monde. Elle avait été très marquée par la perte de son frère. traumatic for her. Has she mentioned anyone else recently that she's had contact with that was new? No, Is there anybody at work she had a problem with? no. Anybody in life she had a problem No. with? Ils ne nous ont rien fourni d'intéressant sur qui que ce soit. On leur a alors demandé quand ils avaient vu Karen pour la dernière fois. I brought the pizza with the So she and had the a cookies in a Ziploc bag. okay. And it's the cookies that I make. What day was that? Saturday, Do you remember about what time it was? around a little after 3 o'clock, wasn't it? Yeah, it was middle of the afternoon sometimes. So Saturday the 8th, about 3 p.m. Elle était au supermarché la veille, le 7 septembre. On savait à présent que Tony l'avait vue chez elle le samedi. Chaque petite information nous permettait de réduire la plage horaire. So there was nobody else that was there when you got there. Did she mention that she was going to have anybody over? Yeah, she said she could have a company. Now when I brought the pizza and the cookies over there, she goes, oh boy, we got pizza, we're going to have a party with my friends. I asked Tony. J'ai demandé à Tony s'il l'avait vue après lui avoir apporté la pizza et les biscuits. Pizza and the cookies. He had Il a dit qu'il avait vu la voiture de Karen un peu plus tard. That was Saturday after you had dropped off A the little after pizza. 5, I was outside, Which direction was she going? that way. She was going down toward Piedmont? Yeah. Vers 17h, elle était semble-t-il passée en voiture devant la maison d'Adèle et de Tony. And there was a person on the other side, which you can't tell whether it was a he or she or her. Okay, but there was definitely one other person in the car Oh, with yes. her.
Il fallait tenter d'identifier l'autre personne dans ce véhicule à 17h cet après-midi-là, parce que cette personne était potentiellement la dernière à avoir vu Karen vivante. Et ça pouvait donc être le coupable. Quand on a cherché à extraire les données du moniteur d'activité physique, on était en contact avec le laboratoire de criminologie. L'appareil de Karen était connecté en Bluetooth avec son ordinateur, qui se synchronisait tous les quarts d'heure avec les serveurs de l'application. Mais les gens du labo nous ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas extraire ces données, car elles n'étaient pas stockées sur l'ordinateur de Karen, qui n'était qu'une porte d'entrée vers les serveurs de l'application. On a compris que cette opération ne pouvait venir que de l'entreprise elle-même. On les a donc contactés par téléphone et on savait que, une fois l'appareil envoyé, les résultats n'arriveraient pas avant 2 ou 3 jours. On voulait vraiment apporter des réponses à la famille et aux amis de Karen. Je pleurais la perte de Karen. C'était comme faire le deuil d'un membre de ma famille. J'étais très émotive, très triste. Je pleurais sans arrêt. Mon cœur me disait « Non, ça n'a pas pu lui arriver. Elle est encore là, parmi nous. » J'étais dans le déni, même après. Je sens que j'ai perdu quelqu'un sur qui je pouvais compter, à qui je pouvais me confier. C'est non seulement triste, mais aussi mystérieux. Je ne pense pas qu'elle avait d'ennemis. Qui pouvait lui faire ça? Selon les dires de Tony, Karen avait organisé une petite fête avec des amis. C'était une piste à explorer. On a donc cherché dans le quartier de Karen des caméras de surveillance qui auraient pu filmer son allée. Coup de chance, il y en avait une, parfaitement positionnée dans cette rue. C'était une caméra basée sur un système de cloud. Autrement dit, les images filmées par cette caméra étaient ensuite sur les serveurs de l'entreprise. On a réussi à obtenir les images de vidéosurveillance de cette maison. Mais la caméra s'activait avec un détecteur de mouvement réglé sur une sensibilité très basse. C'était donc problématique, car ça signifiait qu'elle ne filmait pas la rue en continu. Il y avait uniquement des petites séquences filmées dès qu'un mouvement était détecté. On voulait voir ce qu'il s'était passé autour de la maison de Karen. Le 8 septembre à 14h58, son allée était vide. La caméra s'était ensuite enclenchée à 15h12. Il y avait une voiture grise garée dans l'allée de Karen qui correspondait à la marque et au modèle décrit par Tony comme étant la sienne.
On savait donc qu'entre ces deux séquences, la première à 14h58 et la seconde à 15h12, Tony était arrivé chez Karen. Et il y est resté jusqu'à 15h33. Ce qui corroborait son histoire. En se basant sur les propos de Tony, comme quoi Karen avait organisé une petite fête, on a passé en revue les autres séquences filmées par cette caméra. Il n'y avait aucune activité. Personne ne s'est garé dans son allée, mis à part Tony, ce jour-là. C'était très étrange. Dans la même rue, pas loin de l'allée de Karen, on a trouvé une autre caméra face à la résidence de Tony. Coup de chance, c'était le rêve de tout enquêteur. Une caméra haute définition, parfaitement placée et qui filme en continu. Tony avait vu Karen conduire, avec une personne à côté d'elle. On voulait savoir qui était cette personne. Et cette caméra était d'assez bonne qualité pour pouvoir nous apporter cette réponse. Karen était-elle retenue en otage dans la voiture? Se sentait-elle menacée? Aucun signe de sa voiture. On a regardé jusqu'à 2 heures après l'heure indiquée par Tony, qui s'était peut-être trompé et même jusqu'au soir. Mais la voiture qu'il avait décrite n'apparaissait pas. Cette rue constitue la seule façon d'entrer et de sortir de ce quartier. Si elle avait roulé dans cette direction, on l'aurait vu sur les images. Au poste de police, j'ai réexaminé la bande pendant des heures avec des collègues. Ça soulevait des questions. Tony s'était-il trompé? Ou bien nous avait-il menti intentionnellement? Comme on n'avait pas pu confirmer que Karen était passée devant la maison d'Adèle et Tony à 17h, ça signifiait que ce dernier était la dernière personne à l'avoir vue vivante, chez elle. Ça nous a immédiatement alertés. J'ai réfléchi et je me suis dit, bon, est-ce qu'un homme de 90 ans, qui mesure 1m50, a pu infliger de telles blessures à sa belle-fille? Est-ce que c'était physiquement possible? Alors qu'on tentait de déterminer quand il était arrivé et reparti, on a reçu un email concernant le moniteur d'activité. Le silence était total. On a eu accès à un certain nombre de données différentes, notamment le nombre de pas, les mouvements, mais aussi le rythme cardiaque et des statistiques concernant le sommeil. Le rythme cardiaque était pour nous la catégorie la plus importante. On retenait notre souffle en se demandant, alors, quand son cœur s'est-il vraiment arrêté? Il y a eu une accélération progressive de son rythme cardiaque jusqu'à environ 15h20, l'après-midi du 8. Presque immédiatement après 15h20, son rythme cardiaque a brutalement chuté, de façon significative. Puis l'appareil n'a plus capté de données après 15h23. On en a déduit, en se basant sur ces chiffres, que Karen était morte dans ce laps de temps.
Je suis vite retournée voir la vidéo montrant la voiture de Tony, garée chez Karen. On savait qu'il était arrivé entre 14h58 et 15h12. Le cœur de Karen s'est arrêté à 15h23. 10 minutes plus tard, la voiture de Tony était toujours dans l'allée. C'est là que l'association du moniteur d'activité et de la caméra de sécurité nous a révélé la vérité. Tony était dans la maison quand Karen est morte. Sir, San Jose Police, come over here. Étant donné les circonstances, on a demandé un mandat d'arrêt pour Tony. Hey, come over here. What's going on? Let me see your keys. All right, turn around. Wait, what is it? Sincèrement, quand on a fait le lien, j'étais sous le choc. Mais on s'est dit que c'était cohérent, qu'on suivait les indices et que ces indices nous menaient dans cette direction. Tony a été conduit dans l'une des salles d'interrogatoire en attendant qu'on arrive. Ce qu'on voulait, c'était qu'il nous dise la vérité. On voulait des réponses pour Karen. C'était important pour moi d'aller à l'enterrement de Karen. Ça a été très dur. J'ai pleuré du début à la fin. Je voulais dire quelque chose, mais je ne trouvais pas les mots. J'étais stupéfaite de voir toutes les gentilles choses que les gens disaient à son sujet. On a chacun déposé une rose dans sa tombe afin de lui dire adieu. Je pense que ça nous a aidés à savoir que, malgré la façon dont elle était morte, elle était toujours avec nous. Have you ever heard of Miranda rights? Okay. Je n'avais jamais interrogé une personne aussi âgée sur une affaire d'homicide violent. J'avais l'impression de parler à mon grand-père. On avait prévu de lui montrer toutes nos pièces à conviction, afin de lui faire comprendre qu'il n'avait aucune chance de s'en sortir. When we found Karen, Karen was wearing what's called a Fitbit. Do you know what a Fitbit is? Okay. Je lui ai expliqué le principe et le but du moniteur d'activité physique. And what it was good for. We had it analyzed for any movement that occurred. I will tell you this, that the movement stopped on the 8th of September, that same day that you went over to visit her. Okay? I'll also tell you that the heart rate monitor indicated when she passed. Oh. The heart rate monitor indicated she passed at 328. And I was at 328? You were there at 328. We need to know what happened. What can I tell you? I have no way to tell you anything. If I was there that long, I don't remember. That's it. I have no answer. You don't have an answer? No, why would I have an answer? À un moment, on a fait une pause. Tony s'est mis à faire des exercices de gymnastique. Il semblait toujours très en forme. J'ai commencé à me dire qu'il était physiquement capable de commettre ce meurtre violent.
En même temps que l'interrogatoire, une perquisition était effectuée chez Adele et Tony. Les enquêteurs sur place nous informaient en temps réel de ce qu'ils trouvaient. Ils ont trouvé une petite hache et un hachoir de boucher. Ils ont aussi vu que du sang avait été nettoyé sur l'évier. Ils ont trouvé du sang sur 2 t-shirts, ainsi que sur un imperméable, à l'intérieur d'une remise, sur le terrain de Tony et Adele. They found a shirt real similar to the one that you're wearing now, except it doesn't have as many stripes in it. It's got blood all over the front of it. It's this one here. Yeah, that's your shirt in your house. They already tested it. Blood spot there? Yeah, they already tested it and they said it came back as blood. How did that get there? Tony, that's your shirt. It's the same t-shirt that I can see peeking out over the top here. I have no idea. That's her blood? My blood or what? That is blood. It's blood on the shirts. Whose blood is it? That's what we're going to find out. So here's why I'm asking you a very important question. A lot of times I get cut and chopped and all that. Finding articles Trouver des vêtements tachés de sang dans une maison n'est pas forcément anormal. inside a house. I understand Si that quelqu'un se coupe, on peut retrouver une tache de sang sur son t-shirt, par exemple. or something of that nature, but there are Mais different il existe plusieurs sortes d'éclaboussures de sang. if you've seen Et quand on a un peu d'expérience, on les distingue facilement. recognizable. And Et c'est ce que mes collègues ont trouvé sur les vêtements de Tony. Tony tried to Il a expliqué qu'il avait dû se couper, mais on l'a examiné physiquement, Tony physically sur l'ensemble de son corps. basically his entire body. And we Et il n'y avait aucune trace de coupure, pas même en cours de cicatrisation. healing cuts. So Sa justification ne tenait donc pas debout. it makes sense. During À un autre moment de l'interrogatoire, alors que Tony était seul dans la salle, one of our young un collègue est venu me dire qu'il s'était mis à parler tout seul. talking to himself. He was kind Il se parlait à voix basse, and then puis il a commis une grosse erreur. It can't be. one of our crime scene Un de nos enquêteurs sur place avait trouvé cette veste cachée dans une remise derrière la maison. outside the back of the house. Look, En regardant les éclaboussures de sang sur cette veste, it was pretty il semblait très clair que c'était celle dont parlait Tony. that Tony was referring to. Je me suis dit, c'est bon, c'est dans la poche. Il refuse de nous l'avouer, mais il se l'avoue à lui-même sans le savoir. It can't be. À ce stade de l'enquête, il y avait assez de pièces à conviction pour inculper Tony Aiello pour le meurtre de Karen Navarra. Quand Tony a plaidé non coupable, on a su qu'il ne dirait jamais la vérité. Quand j'enquête sur un meurtre, il y a 2 choses que je veux savoir. Pourquoi la personne a fait ça, mais aussi qui elle est. Dans le cas de Tony, on n'a rien trouvé. Ses empreintes digitales étaient inconnues. Il prétendait avoir été envoyé en Corée pour le conflit coréen. Mais l'armée américaine n'avait pas ses empreintes. J'avais donc de sérieux doutes quant à l'identité de M. Aiello ou à son défaut d'identité. En fouillant la maison de Tony et Adele, on a découvert des notes intéressantes. La question de l'héritage en cas de décès
était manifestement un sujet de préoccupation. Des prêts avaient été refusés à Tony. Et on pense qu'il était un peu à court d'argent. Adele aurait touché une somme de l'assurance vie si Karen venait à mourir. On peut donc supposer que Tony voulait une part du gâteau et que ça l'aurait poussé à commettre ce meurtre. Un peu plus tard, on a reçu les résultats d'analyse ADN. Le labo confirmait que c'était bien le sang de Karen sur l'imperméable. Il n'y avait alors plus aucun doute. Tony était le tueur. On a porté l'affaire devant un grand jury. Le grand jury compte plus de jurés qu'un jury de procès. Et ces jurés doivent décider s'il y a assez d'éléments pour inculper le suspect. Et le grand jury a estimé qu'il y avait de fortes probabilités que Tony Aiello eût assassiné Karen Navarra. Les preuves montraient que Tony Aiello s'était rendu chez Karen Navarra vers 15 h, le 8 septembre. Il avait prétexté qu'il lui apportait de la pizza, mais il avait aussi apporté une arme. Karen Navarra ne se doutait de rien. Elle lui faisait confiance. Il l'a prise par surprise. Après l'avoir tuée, il lui a tranché la gorge, post-mortem. Il a ensuite placé un couteau dans sa main pour faire croire à un suicide et créer un simulacre de cambriolage. Puis il est parti et a tranquillement attendu pendant 5 jours qu'elle soit découverte par une collègue de travail. Mais Tony était loin de se douter qu'il y avait un témoin numérique. Malheureusement, on n'a pas été en mesure de juger Tony Aiello. Il est décédé le 10 septembre 2019. Peu de temps avant son procès. J'ai analysé des images de vidéosurveillance pour plus de 100 enquêtes criminelles. Mais celle-ci est marquée par la convergence des technologies. Les gens mentent, pas les données. Je veux qu'on se souvienne de Karen comme d'une personne avec un grand cœur et un esprit brillant. Une femme forte et déterminée. Et j'espère lui avoir suffisamment fait comprendre combien je l'appréciais quand elle était encore là. La mort de Karen m'a beaucoup affectée. Je n'aurais jamais cru qu'une chose pareille se produirait, même dans mes pires cauchemars. Mais elle était et restera dans mon cœur et dans mes souvenirs à tout jamais.